Vendredi 20 mai. À 5h30 du soir, nous partions de Montpellier pour aller à Bordeaux. À peine à 1 mille de la ville, un de nos chevaux s'abattit, blessa le postillon et brisa les brancards de la chaise. Cet accident nous effraya et surtout nous retarda beaucoup. Enfin, tant bien que mal, on rattacha les brancards avec des cordes et nous continuâmes à avancer, mais assez lentement, descendant chaque côte à pied. Les routes sont superbes et le pays admirable. À gauche, l'étang de Thau jusqu'à la Méditerranée, les collines de Sète. À droite, des champs de blé, des coteaux de vignobles, d'oliviers, partout une campagne fertile. À 1h du matin, nous descendions sains et saufs à Pézenas, à l'hôtel des Trois Pigeons. Tout le monde couché. Il pleuvait à verse. Nous fûmes forcés d'attendre dans notre chaise durant 3 quarts d'heure, car la maisonnée semblait si bien endormie que nous commencions à craindre qu'on ne nous entendît pas lorsqu'une voix répondit à notre appel. Mais nous dûmes rester encore quelque temps à la porte, les domestiques ne voulant pas ouvrir, sinon sur l'ordre de leur maître qui ne se hâtait guère. Enfin, le cuisinier nous prépara vivement un bon souper, après quoi M. Cradock se reposa pendant 1 heure, moi j'attendis le jour, et à 4h30, nous reprenions notre chaise. Samedi 21 mai. Vers 8h du matin, nous nous arrêtions à la Croix-Blanche, à Béziers. M. Cradock envoya la lettre de M. de Lamarche à M. Coste, propriétaire du bateau des Postes. Il vint aussitôt nous offrir ses services et mit une petite embarcation à notre disposition. Nous étant d'abord restaurés avec du café, nous parcourûmes la ville bâtie sur une hauteur. Au pied passe la rivière Orbe. En général, les rues sont étroites et dans le même genre, aussi sales qu'à Marseille. De plusieurs points de la ville, la vue est magnifique, mais celle que l'on a de la colline sur laquelle est bâtie la cathédrale surpasse tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Des bois, des ponts, des moulins, des constructions et des habitations variées, des vignes, des champs, des prés où paissent de beaux troupeaux. Tout cela respire l'abondance, la paix et la tranquillité, et remplit l'âme d'admiration, d'amour et de reconnaissance envers le Créateur de tant de bien. Nous retournions dîner à l'hôtel à 3h. Ce repas était bien accommodé, mais les viandes dures. Après notre dîner, le fils de M. Coste nous accompagna dans la ville. À 6h, nous étions de retour. M. Cradock se couchait, mais je ne me retirais qu'à 11h. J'ai remarqué avec surprise que dans cet hôtel, toutes les servantes sont nu-pieds. La maîtresse du logis, seule, est chaussée. C'est, paraît-il, la coutume du pays. Dimanche 22 mai. À 6h du matin, je déjeunais, puis j'écrivais à Madame de Lamarche. Ces messieurs Coste arrivèrent de bonne heure et, fort complaisamment, s'occupèrent de l'envoi de notre chaise par mule et de notre propre voyage par eau jusqu'à Toulouse. Ces arrangements pris, nous remerciâmes ces messieurs et nous nous fîmes conduire dans un cabriolet jusqu'au bateau-poste du canal royal du Languedoc, dont le point de départ est à une courte distance de Béziers. Ce bateau est grand, propre et bien aménagé en vue des passagers qui débarquent pour dîner et pour coucher. Le trajet de Béziers à Toulouse se fait en 4 jours, et chaque passager est autorisé à apporter son vin et les provisions dont il pourrait avoir besoin pendant ce temps. Si les bagages excèdent la quantité à laquelle on a droit, on s'entend avec le patron du bateau, que nous trouvâmes du reste très raisonnable et très arrangeant. La société composant l'équipage était fort agréable. Quelques officiers supérieurs se montrèrent surtout très attentifs et aimables envers les Anglais. À 1 lieue de Béziers, nous passâmes sous une haute montagne percée de part en part. Ce souterrain très long est soutenu par une voûte de maçonnerie où sont pratiquées de distance en distance des ouvertures destinées à aérer et à éclairer ce passage. C'est un beau travail. À 7h30, nous arrivions à l'hôtel où nous devions coucher. Le souper à table d'hôte était excellent et bien servi. Nous étions une trentaine à table et, comme il est de bon ton de voyager par eau dans cette saison,
Presque tous les passagers appartenaient à la haute société. La plupart se rendaient à Toulouse, assister à la Fête-Dieu, une des plus grandes fêtes de l'année. L'hôtel était si plein que M. Cradock dut partager sa chambre avec 7 autres messieurs. Je partageais la mienne avec ma femme de chambre et la volaille, car jamais je n'oublierai l'abondance et la diversité des saletés accumulées dans cette pièce. Enfin, nous fûmes dévorés à tel point par toutes sortes d'insectes qu'à 3 heures je quittais ce nid dégoûtant et allais me promener et respirer le grand air jusqu'à 6 heures. Lundi 23 mai. À 6 heures, on s'embarquait. À midi, on s'arrêtait dîner. En attendant la préparation du repas, nous allâmes nous promener et voir une rivière dont les eaux, au moyen d'une machine très ingénieuse, alimentent le canal qui passe dans un aqueduc. Au retour de cette excursion charmante au bord de l'eau et à travers bois, on se mit à table. Tout était bon et propre. À 1h30, nous poursuivions notre voyage et à 6 heures, arrivions couchés à un petit village. Là, rien de remarquable, sinon une belle vue d'un pont et les ruines d'anciens murs ayant fait autrefois partie d'une enceinte fortifiée. Le fossé l'entourant est maintenant comblé. Nous nous aperçûmes facilement que la maîtresse de l'hôtel présidait elle-même à tout. Chambre propre et souper excellent. Mardi 24 mai. À 5 heures du matin, nous embarquions. Vers 11h30, nous nous arrêtions à un hôtel sur le bord du canal où nous eûmes un mauvais dîner dans une salle dégoûtante. Chiens, chats, pigeons, poules, dindes, etc. y entraient à leur fantaisie. À chaque instant, on s'attendait à voir paraître les cochons, car nous pouvions facilement nous figurer que, quoiqu'un peu vastes, nous avions pris possession de leur étable. À 5 heures, nous entrions dans l'un des bassins du canal bordé d'un quai en pierre de taille. Sa circonférence est environ d'un demi-mille. Nous débarquions à Castelnaudary, situé sur une éminence, d'où l'on découvre la riche campagne d'alentour. Près de là, il y a 20 moulins à vent, servant à alimenter uniquement la ville. Nous descendîmes à l'hôtel du Lion d'Or, vieil hôtel propre, gens attentifs et nourriture bonne. Ma femme de chambre, malade, se mit immédiatement au lit. Tandis que se préparait le souper, un des passagers, M. de la Tourde, M. Cradock et moi, allâmes nous promener par la ville. Des 3 églises que nous visitâmes, une seule nous frappa. Aucune statue ornée. Quelques rues larges avec de belles maisons et de beaux magasins. Nous étions à l'hôtel pour souper à 9 heures et nous coucher à 10. Mercredi 25 mai. À 5 heures du matin, tout le monde s'embarquait. Nous vîmes nager des serpents d'eau. Ils étaient de la longueur du bras d'un homme. Leur corps presque transparent déployait au soleil toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ils ont du venin, mais le patron du bateau nous certifia que leur morsure n'est pas mortelle. À 1 heure, nous descendions dîner à un hôtel au bord du canal. De là à Toulouse, nous nous arrêtâmes plusieurs fois prendre des passagers de toutes conditions. Beaucoup portaient des paniers remplis de fleurs, de lavande, de romarin, de feuilles de laurier, tous allant assister à la Fête-Dieu qui dure 8 jours, pendant lesquels les rues sont jonchées de fleurs et d'herbes aromatiques. De Castelnaudary à Toulouse, la fertilité du sol semble, s'il est possible, encore augmenter. Les blés plus dorés et plus serrés que ceux que nous avions vus, les prés où errent de nombreux troupeaux, ceux déjà fauchés où s'élèvent des meules de foin, tout promet une riche moisson et l'abondance pour hommes et bêtes. On apercevait distinctement dans le lointain les Pyrénées. Plus près, des châteaux sur les coteaux boisés, des lys jaunes en pleine floraison formaient une délicieuse bordure au canal, au long duquel s'allongent de chaque côté de belles avenues de peupliers d'Italie. On eût dit naviguer au milieu d'un parc. Nous passâmes une trentaine d'écluses. Dans la première partie de notre voyage, notre bateau s'élevait à mesure que se remplissait le bassin. Aux 12 dernières écluses, au contraire, notre bateau descendait en même temps que l'eau s'écoulait dans le canal. Je fus d'abord assez effrayé de ces montées et de ces descentes,
Mais après avoir constaté avec quelle habileté le patron et les 3 hommes sous ses ordres conduisaient le bateau, j'ai pris un plaisir extrême. Nous avions un temps superbe, pas le moindre ennui, et nous nous félicitions de notre traversée, lorsqu'aux derniers arrêts, le nombre des passagers se rendant à la Fête-Dieu augmenta tellement que nous fûmes vraiment incommodés de la chaleur. Mais cela ne nous empêcha pas d'arriver gais et contents à 8 heures à Toulouse. Mercredi 25 mai. Monsieur Cradock se rendit aussitôt à l'hôtel du Grand Soleil, où avait été expédiée de Béziers notre chaise. Mais la maîtresse de cet hôtel fut si insolente que monsieur Cradock le quitta immédiatement et alla retenir des chambres au Griffon d'Or. À cet hôtel modeste, nous ne pûmes obtenir des chambres qu'à grand-peine, car au moment de la Fête-Dieu, les plus petites mansardes se payent fort cher et il est très difficile de se loger. Jeudi 26 mai. Après déjeuner, M. Cradock alla à la place Royale s'assurer chez un libraire d'une fenêtre d'où nous pourrions l'après-midi voir passer la procession. Il en loua une vis-à-vis de l'hôtel de ville, beau bâtiment occupant un des carrés de la place. Il est construit en pierre et briques, enrichi de colonnes de marbre blanc et rose. À 1 heure, on s'habilla, puis on se mit à dîner. À cette époque de l'année, la table d'hôte est composée de la meilleure société et chacun, en l'honneur de la fête, revêt ses plus beaux habits. Plusieurs des convives dépassaient en élégance ce que j'avais vu à Paris, mais d'autres, en plus grand nombre, portaient des toilettes flamboyantes en étoffes tissées d'or et d'argent, ayant déjà brillé à bien des fêtes. À table, les messieurs sont fort prévenants pour les dames qui n'ont autre chose à faire qu'à manger. On porterait plutôt un plat d'un bout de la table à l'autre que de laisser à une dame la fatigue de se servir elle-même. J'ai cru que le repas ne finirait jamais. Nous eûmes un premier service de soupes variées, un second de fricassés de rôtis, un troisième de légumes, etc., suivi de crème, pâtisseries, fruits, biscuits, etc., etc. Il semblait que quelques-uns ne dussent plus manger jusqu'à la fête suivante. À côté de moi, un monsieur se servit de 17 différents plats, sans compter la soupe. À chaque instant, je m'attendais à voir craquer son gilet bleu brodé d'argent. Néanmoins, il sortit de table, sain et sauf. À 3 heures, nous nous rendîmes à la place Royale. Notre fenêtre, très avantageusement située, donnait en plein sur l'hôtel de ville, tendu de magnifiques tapisseries. De l'autre côté de la place, des charpentes recouvertes de tapisseries formaient une allée par laquelle devait passer la procession qui commença à 4 heures. Elle ressemblait beaucoup à celle que nous avions vue à Paris, excepté qu'à celle-ci assistaient les capitouls en costume, leur queue portée par 4 ou même quelquefois 6 pages, magnifiquement habillés. La procession terminée, nous entrâmes à l'hôtel de ville, visiter les salles où siègent les États du Languedoc. Elles sont sombres, meublées dans l'ancien style sévère et grandiose. Des portraits de rois de France et d'hommes d'État remarquables ornent les boiseries. Je ne pouvais, en parcourant ces salles, m'empêcher de me reporter au jugement de Calas. Nous montâmes ensuite à l'étage supérieur où se trouve l'exposition de peintures et de sculptures modernes ouverte dans ce jour de fête au public. Nous y remarquâmes quelques beaux portraits, paysages et tableaux d'histoire. De là, nous nous rendions à l'église dépendant du couvent des Carmélites où sont conservés dans un caveau des cadavres desséchés. On informa M. Cradock qu'il ne pourrait y entrer avant 7 heures et qu'aucune femme n'y était admise. Une princesse n'avait même pas fait exception. Ayant pourtant presque obtenu la promesse qu'on monterait un des cadavres afin de me le montrer, M. Cradock me conseilla de me promener dans les cloîtres jusqu'à ce qu'il revînt. Quand la cloche sonna pour l'office du soir, je pénétrai dans l'église. Elle est grande, les murs revêtus de beaux marbres. Sur l'autel, splendidement orné en l'honneur de la Fête-Dieu, plus de 100 cierges illuminaient les rayons de l'ostensoir d'or. L'orgue accompagnait le chant des prêtres et, au moment de la bénédiction, s'y joignit un roulement de tambour. L'assistance entière répondit au laudaté qui termina la cérémonie.
Aussitôt après, M. Cradock revint de la sacristie où on lui avait montré le trésor. Puis on l'avait conduit dans le caveau où il avait encore insisté afin qu'on me fît voir un cadavre. Enfin, après bien des hésitations, et avec promesse de n'en parler à personne, on lui dit que si madame voulait se rendre dans une chapelle désignée, on lui apporterait là un décor. En effet, un guide vint me conduire à une chapelle fermée à clé. Il l'ouvrit et j'y entrai. M. Cradock me rejoignit et on apporta le corps. Il y avait plus de 400 ans que ce cadavre était là. Cependant, il était entier. La peau couleur poussière tombait en loques de dessus les os. La tête parfaite, la peau et les muscles y adhérents devenus comme du marbre, et à part les yeux qui n'existent plus, les traits sont si bien conservés qu'on n'eût pu reconnaître la personne si on l'eût connue de son vivant. Les cheveux longs semblaient des fils d'argent, les mains étaient jointes et les ongles intacts. C'est un spectacle étonnant, bien impressionnant. Après avoir donné la pièce à celui qui avait monté le corps et remercié de la faveur accordée, nous allâmes faire un tour sur la place du Pont-Neuf et sur le quai, et rentrâmes très fatigués à l'hôtel à 9 heures passées. La chaleur était si forte qu'on fit circuler un avis par lequel on prévenait que le théâtre où devait jouer ce soir-là la célèbre Madame Dugazon ne s'ouvrirait qu'à 10 heures. Vendredi 27 mai. Mauvaise nuit à cause des punaises. À 1 heure, après un dîner maigre, moins copieux que celui de la veille, mais aussi bien préparé, M. Cradock accompagnait au café M. de la Tourde qui se joignit à une procession de pénitents blancs. Arrivés à 3 heures à l'église Saint-Cernin, on nous dit que nous pourrions voir le trésor avant 7 heures. Nous nous rejetâmes donc sur l'église des Carmélites. Elle a un autel splendide. Elle est grande et décorée avec goût, malgré une profusion d'or et de marbre rares. De là, nous allâmes à la chapelle Sainte-Marie du couvent de la Visitation. Quoique petite, dans son élégante simplicité, avec ses boiseries d'un gris clair ornées de tableaux, son autel de marbre bordé d'un feuillage léger rehaussé d'or, elle a un peu l'apparence d'un beau salon. Nous nous dirigeâmes ensuite vers l'esplanade, grand terrain plat, ombragé d'arbres magnifiques et attenant à la promenade appelée Jardin du Roi, où chaque dimanche dans l'après-midi, aussi souvent que le temps le permet, des centaines de personnes se rendent dans les restaurants et les cafés, y manger, danser, chanter et s'amuser. À 7 heures, nous retournâmes à Saint-Cernin, vaste église fort ancienne. Le trésor est d'une richesse remarquable. Nous admirâmes surtout une agate finement travaillée, de la grosseur d'un œuf de poule, et une topaze de toute beauté, sans compter des pierres précieuses d'une valeur inappréciable. On nous conduisit après dans une galerie au-dessus du grand autel, voir passer la procession qui faisait en ce moment le tour de l'église. Une centaine de prêtres y assistaient, la plupart vêtus de riches ornements, les autres en surplis et portant des cierges allumés. 1 millier de cierges illuminaient l'église. Les chants admirables, accompagnés de l'orgue, la grandeur imposante avec laquelle était ordonnée cette cérémonie, tout portait l'âme à la dévotion. De retour à 9 heures. M. de la Tourde m'offrait un magnifique bouquet.